Et donc, je suis très heureux ce soir de lire ces quelques pages qui ont des forces vitales intenses, mais qui nous racontent aussi l'horreur, ou les suites de l'horreur. Alors, voici quelques extraits que Gilles a choisis et auxquels je m'associe totalement. Je riais. Ça me faisait rire d'être vivant. Le printemps, le soleil, les copains, le paquet de camels que m'avait donné cette nuit-là un jeune soldat américain du Nouveau-Mexique, au castillan chantonnant, ça me faisait plutôt rire. Peut-être n'aurais-je pas dû. Peut-être est-ce indécent de rire avec la tête que je semble avoir. À observer le regard des officiers en uniforme britannique, je dois avoir une tête à ne pas rire. À ne pas faire rire non plus, apparemment. Ils sont à quelques pas de moi, silencieux. Ils évitent de me regarder. Il y en a un qui a la bouche sèche, ça se voit. Le deuxième a un tic de la paupière, nerveux. Quant au Français, il cherche quelque chose dans une poche de son blouson militaire. Ça lui permet de détourner la tête. Je ris encore. Tant pis si c'est déplacé. Le crématoire s'est arrêté hier, leur dis-je. Plus jamais de fumée sur le paysage. Les oiseaux vont peut-être en revenir. Ils font la grimace, vaguement écœurés, mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Ils ont saisi le sens des mots, probablement. Fumer. On sait ce que c'est, on croit savoir. Dans toutes les mémoires d'hommes, il y a des cheminées qui fument. Rural, à l'occasion, domestique. Fumer des lieux lards. Cette fumée-ci, pourtant, ils ne savent pas. Et ils ne sauront jamais, vraiment. Ni ceux-ci, ce jour-là, ni tous les autres depuis. Ils ne sauront jamais, ils ne peuvent pas imaginer, quelles que soient leurs bonnes intentions. Fumée toujours présente, en panache ou en volute, sur la cheminée trapue du crématoire de Buchenwald, aux abords de la baraque administrative du service du travail, l'Arbeit-Statistik, où j'avais travaillé cette dernière année. Il me suffisait d'un peu pencher la tête, sans quitter mon poste de travail au fichier central, de regarder, par l'une des fenêtres donnant sur la forêt, le crématoire était là, massif, entouré d'une haute palissade, couronné de fumée. Ou bien de flammes, la nuit. Lorsque les escadrilles alliées s'avançaient vers le cœur de l'Allemagne pour des bombardements nocturnes, le commandement SS demandait qu'on éteignît le four crématoire. Les flammes, en effet, dépassant de la cheminée, étaient un point de repère idéal pour les pilotes anglo-américains. « Crématorium ausmachen !» criait alors une voix brève, impatientée, dans le circuit des haut-parleurs. « Crématoire, éteignez !» Nous dormions. La voix sourde de l'officier SS de service à la tour de contrôle nous réveillait. Ou plutôt, elle faisait d'abord partie de notre sommeil. Elle résonnait dans nos rêves avant de nous réveiller. À Buchenwald, lors des courtes nuits où nos corps et nos âmes s'acharnaient à reprendre vie, obscurément, avec une espérance tenace et charnelle que démentait la raison, sitôt le jour revenu, ces deux mots, Crématorium ausmachen, qui éclataient longuement dans nos rêves, les remplissant d'échos, nous ramenaient aussitôt à la réalité de la mort, nous arrachaient aux rêves de la vie. Plus tard, quand nous sommes revenus de cette absence, lorsqu'il se faisait entendre, pas forcément dans un rêve nocturne, une rêverie en plein jour, un moment de désarroi même au milieu d'une conversation aimable, ferait tout aussi bien l'affaire. Plus tard, ces deux mots allemands,
Ce sont toujours ces deux mots, eux seulement, crematorium a osmaren, qui se sont fait entendre. Plus tard, ils nous renverraient également à la réalité. Ainsi, dans le sursaut du réveil, ou du retour à soi, il nous arrivait de soupçonner que la vie n'avait été qu'un rêve, parfois plaisant, depuis le retour de Buchenwald. Un rêve dont ces deux mots nous réveillaient soudain, nous plongeant dans une angoisse étrange par sa sérénité. Car ce n'était pas la réalité de la mort, soudain rappelée, qui était angoissante. C'était le rêve de la vie, même paisible, même rempli de petits bonheurs. C'était le fait d'être vivant, même en rêve, qui était angoissant. S'en aller par la cheminée, partir en fumée, était des locutions habituelles dans le sabir de Buchenwald. Dans le sabir de tous les camps, les témoignages n'en manquent pas. On les employait sur tous les modes, sur tous les tons, y compris celui du sarcasme. Surtout, même entre nous, du moins. Les SS et les contremaîtres civils, les Meister, les employaient toujours sur le ton de la menace ou de la prédiction funeste. Ils ne peuvent pas comprendre, pas vraiment, ces trois officiers. Il faudrait leur raconter la fumée, dense parfois, d'un noir de suie dans le ciel variable, ou bien légère et grise, presque vaporeuse, voguant au gré des vents sur les vivants rassemblés comme un présage, un au revoir. Fumée pour un linceul aussi vaste que le ciel, dernière trace du passage, corps et âme des copains. Il y faudrait des heures, des saisons entières, l'éternité du récit pour à peu près en rendre compte. Il y aura des survivants, certes. Moi, par exemple. Me voici survivant de service, opportunément apparu devant ces trois officiers d'une mission alliée pour leur raconter la fumée du crématoire. L'odeur de chair brûlée sur l'Ettersberg, les appels sous la neige, les corvées meurtrières, l'épuisement de la vie, l'espoir inépuisable, la sauvagerie de l'animal humain, la grandeur de l'homme, la nudité fraternelle et dévastée du regard des copains. Mais peut-on raconter? Le pourra-t-on? Le doute me vient dès ce premier instant. Nous sommes le 12 avril 1945, le lendemain de la libération de Buchenwald. L'histoire est fraîche en somme. Nul besoin d'un effort de mémoire particulier. Nul besoin non plus d'une documentation digne de foi, vérifiée. C'est encore au présent la mort. Ça se passe sous nos yeux. Il suffit de regarder. Ils continuent de mourir par centaines, les affamés du petit camp, les juifs rescapés d'Auschwitz. Il n'y a qu'à se laisser aller. La réalité est là, disponible. La parole aussi. Et pourtant, un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable, ce qui est tout autre chose, on le comprendra aisément. Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance. Non pas son articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente, que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création ou de récréation. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel. Il en arrive ainsi de toutes les grandes expériences historiques. On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable
dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi ou signe de paresse. On peut toujours tout dire. Le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou et la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu, et ce n'est pas peu dire. On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin. On peut dire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté. On peut dire l'avenir. Les poètes s'y aventurent les yeux fermés, la bouche fertile. On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser et de s'y mettre. D'avoir le temps, sans doute, et le courage d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé, clôturé aussi, bien entendu, clôturé par cette possibilité de se poursuivre à l'infini, quitte à tomber dans la répétition et le ressassement, quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant, à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement. Mais peut-on tout entendre, tout imaginer? Le pourra-t-on? En auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire? Le doute me vient dès ce premier instant. Cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors, venus de la vie, avoir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers. Ils sont silencieux, ils évitent de me regarder. Je me suis vu dans leur œil horrifié pour la première fois depuis 2 ans. Ils m'ont gâché cette première matinée, ces trois zigues. Je croyais m'en être sorti, vivant, revenu dans la vie du moins, et ce n'est pas évident. À deviner mon regard dans le miroir du leur, il ne me semble pas que je sois au-delà de tant de morts. Une idée m'est venue soudain, si on peut appeler ça idée, cette bouffée de chaleur tonique, cet afflux de sang, cet orgueil d'un savoir du corps pertinent, la sensation, en tout cas, soudaine, très forte, de ne pas avoir échappé à la mort, mais de l'avoir traversée. D'avoir été plutôt traversé par elle. De l'avoir vécu en quelque sorte. D'en être revenu comme on revient d'un voyage qui vous a transformé, transfiguré peut-être. J'ai compris soudain qu'ils avaient raison de s'effrayer, ces militaires, d'éviter mon regard, car je n'avais pas vraiment survécu à la mort. Je ne l'avais pas évité, je n'y avais pas échappé, je l'avais parcouru, plutôt, d'un bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, je m'étais perdu et retrouvé. Contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme. Ça fait toujours peur, les revenants. Soudain, ça m'avait intrigué, excité même, que la mort ne fût plus à l'horizon, droit devant, comme le butoir imprévisible du destin, m'aspirant vers son indescriptible certitude, qu'elle fût déjà dans mon passé, usée jusqu'à la corde, vécue jusqu'à la lie, son souffle chaque jour plus faible, plus éloigné de moi, sur ma nuque. C'était excitant d'imaginer que le fait de vieillir, dorénavant, à compter de ce jour d'avril fabuleux, n'allait pas me rapprocher de la mort, mais bien au contraire, m'en éloigner. Peut-être n'avais-je pas tout bêtement survécu à la mort, mais en étais-je ressuscité. Peut-être étais-je immortel désormais, en sursis illimité du moins, comme si j'avais nagé dans le fleuve Styx jusqu'à l'autre rivage. Ce sentiment ne s'est pas évanoui dans les rites et les routines du retour à la vie lors de l'été de ce retour. Je n'étais pas seulement sûr d'être vivant, j'étais convaincu d'être immortel. Hors d'atteinte en tout cas.
m'était arrivé. Rien ne pouvait plus me survenir. Rien d'autre que la vie, pour y mordre à pleines dents. C'est avec cette assurance que j'ai traversé plus tard 10 ans de clandestinité en Espagne. Tous les matins, à cette époque-là, avant de plonger dans l'aventure quotidienne des réunions, des rendez-vous établis parfois des semaines à l'avance, dont la police franquiste pouvait avoir une connaissance par quelque imprudence ou mouchardage, je me préparais à une arrestation possible, à une torture certaine. Tous les matins, cependant, je haussais les épaules après cet exercice spirituel. Il ne pouvait rien m'arriver. J'avais déjà payé le prix, dépensé la part mortelle que je portais en moi. J'étais invulnérable, provisoirement immortel. Depuis bientôt 2 ans, je vivais entouré de regards fraternels. Quand regard il y avait, la plupart des déportés en étaient démunis. Éteints, leurs regards obnubilés, aveuglés par la lumière crue de la mort. La plupart d'entre eux ne vivaient plus que sur la lancée, lumière affaiblie d'une étoile morte, leur œil. Ils passaient, marchant d'une allure d'automate, retenus, mesurant leur élan, comptant leurs pas, sauf au moment de la journée où il fallait justement le marquer, le pas, martial, lors de la parade devant les SS, matin et soir, sur la place d'appel, au départ et au retour des commandos de travail. Ils marchaient, les yeux mi-clos, se protégeant ainsi des fulgurances brutales du monde, abritant des courants d'air glacial, la petite flamme vacillante de leur vitalité. Mais s'il était fraternel, le regard qui aurait survécu, d'être nourri de tant de morts probablement, nourri d'un si riche partage. J'arrivais au bloc 56, le dimanche, dans le petit camp, doublement close de cette partie de l'enceinte intérieure réservée à la période de quarantaine des nouveaux arrivés, réservée aux invalides, le bloc 56 en particulier, et à tous les déportés qui n'avaient pas encore été intégrés dans le système productif de Buchenwald. J'y arrivais le dimanche après-midi, tous les après-midi de dimanche de cet automne-là, en 1944, après l'appel de midi, après la soupe aux nouilles des dimanches. Je disais bonjour à Nikolai, mon copain russe, le jeune barbare. Je bavardais un peu avec lui. Il valait mieux l'avoir à la bonne qu'il m'eût à la bonne plutôt, lui. Il était chef du Stubbendienst, le service d'intendance du bloc 56. Il était aussi l'un des caïds des bandes d'adolescents russes sauvages qui contrôlaient les trafics et les partages de pouvoir dans le petit camp. Il m'avait à la bonne, Nikolai. Il m'accompagnait jusqu'au chalet où croupissaient Albars et Maspero. De semaine en semaine, j'avais vu se lever, s'épanouir dans leurs yeux l'aurore noire de la mort. Nous partagions cela, cette certitude, comme un morceau de pain. Nous partagions cette mort qui s'avançait, obscurcissant leurs yeux comme un morceau de pain, signe de fraternité. Comme on partage la vie qui nous reste. La mort, un morceau de pain, une sorte de fraternité. Elle nous concernait tous, était la substance de nos rapports. Nous n'étions rien d'autre, rien de plus, rien de moins non plus, que cette mort qui s'avançait. Seule différence entre nous, le temps qui nous en séparait, la distance à parcourir encore. Je posais une main que je voulais légère sur l'épaule pointue de Maurice Alvarc, os quasiment friable à la limite de la brisure. Je lui parlais de ses cours en Sorbonne autrefois, ailleurs, dehors dans une autre vie, la vie.
Je lui parlais de son discours sur le potlatch. Alors il souriait, mourant, son regard sur moi, fraternel. Je lui parlais de ses livres, longuement. Les premiers dimanches, Maurice Halbwach s'exprimait encore. Il s'inquiétait de la marche des événements, des nouvelles de la guerre. Il me demandait, ultime souci pédagogique du professeur dont j'avais été l'étudiant en Sorbonne, si j'avais déjà choisi une voie, trouvé ma vocation. Je lui répondais que l'histoire m'intéressait. Il hochait la tête, pourquoi pas. Peut-être est-ce pour cette raison que Halbwach m'a alors parlé de Marc Bloch, de leur rencontre à l'université de Strasbourg après la Première Guerre mondiale. Mais il n'a bientôt plus eu la force de prononcer le moindre mot. Il ne pouvait plus m'écouter. Et si seulement au prix d'un effort surhumain. Ce qui est par ailleurs le propre de l'homme. Il m'écoutait lui parler de l'automne finissant, lui donner de bonnes nouvelles des opérations militaires, lui rappeler des pages de ses livres, des leçons de son enseignement. Il souriait, mourant, son regard sur moi fraternel. Le dernier dimanche, Maurice Halbwach n'avait même plus la force d'écouter, à peine celle d'ouvrir les yeux. Nicolas m'avait accompagné jusqu'au Chali, où Halbwach croupissait aux côtés d'Henri Maspero. « Ton monsieur professeur s'en va par la cheminée aujourd'hui même, » m'a-t-il murmuré. J'avais pris la main de Halbwach, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. Le professeur Maurice Halbwach était parvenu à la limite des résistances humaines. Il se vidait lentement de sa substance, arrivé au stade ultime de la dysenterie qui l'emportait dans la puanteur. Un peu plus tard, alors que je lui racontais n'importe quoi, simplement pour qu'il entende le son d'une voix amie, il a soudain ouvert les yeux. La détresse immonde, la honte de son corps en déliquescence y était lisible, mais aussi une flamme de dignité, d'humanité vaincue, mais inentamée. La lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux librement, souverainement. Alors dans une panique soudaine, ignorant si je puis invoquer quelques dieux pour accompagner Maurice Halbwach, conscient de la nécessité d'une prière, pourtant la gorge serrée, je dis à haute voix, essayant de maîtriser celle-ci, de la timbrer comme il faut, quelques vers de Baudelaire. C'est la seule chose qui me vienne à l'esprit. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Le regard de Halbwach devient moins flou, semble s'étonner. Je continue de réciter. Quand j'en arrive à nos cœurs que tu connais sont emplis de rayons. Un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice Halbwach. Il sourit, mourant, son regard sur moi, fraternel.